Merci de m'avoir invité à ce colloque qui, le programme est fort intéressant. Je m'excuse auprès des traducteurs, mais je n'ai plus mon texte. Donc, je vais essayer de le faire comme je peux. Ce que je fais d'habitude. Mais, voilà, je vais vous parler aujourd'hui de commentaires de genre et santé environnementale. En santé environnementale, c'est rare qu'on inclue le genre, c'est souvent négligé, mais également en santé, en général, on oublie l'environnement. Et donc, j'essaierai ici, d'ici la fin de cette présentation, j'espère que, là, ça marche comment? Voilà, OK. Donc, comme vous savez, nous sommes entourés de substances toxiques qui viennent de beaucoup de milieux. Il n'y a pas les grandes études de surveillance, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, les études de surveillance des substances chimiques et de la santé montrent que chacun de nous a au-delà de 100 substances xénobiotiques. Xénobiotiques dans le sens qu'ils ne devraient pas s'y retrouver. Et il y en a même certaines, comme le manganèse, qui est un élément essentiel, mais en forte concentration, a des propriétés neurotoxiques. Donc, on est exposé à ces substances tout le long de notre vie, par l'air, par la nourriture, par le sol, par l'eau et par les biens de consommation. On peut, quand on voit, genre, qu'est-ce qui arrive avec l'environnement, il faut imaginer en utilisant la notion de cycle de vie. Et justement, je vais continuer dans ce qu'a dit Kristen ce matin. Si on regarde genre, on est en train d'essayer de comprendre les expériences d'enfance, d'adolescence, la vie de travail, de la famille et la retraite. Et quand on parle de sexe, on est en train de parler surtout des aspects biologiques, de la croissance, le développement du fœtus, la croissance et le développement de l'enfant, la puberté, la période de reproduction masculine, féminine, qui évidemment vont agir sur le fœtus et sur qu'est-ce qui va se passer tout le long de la vie, ménopause, andropause et déclin des fonctions biologiques vers la fin de la vie qui correspond à notre retraite. Et comme Kristen a très bien dit ce matin, ces deux sont en interaction constante. On ne peut pas parler d'un vraiment sans parler de l'autre. C'est une réaction complexe en interaction continuelle. Un des exemples que j'aime est le contact avec l'environnement se fait évidemment de notre aspect de change à partir de l'enfance jusqu'à la retraite. Et même l'environnement du fœtus est déterminant pour ce qui va se passer tout le reste de la vie. Et ça peut être différent, y compris au niveau du fœtus, si en présence des hormones mâles ou femelles. Et les enfants sont plus exposés que les adultes parce qu'ils restent pour leur taille, ils respirent plus, ils mangent plus, et ils boivent plus, et ils sont également en contact avec le sol, mettant des choses continuellement dans la bouche. Un des exemples que j'aime utiliser pour parler de ce
interaction, c'est les études qui ont montré une relation entre l'exposition à plusieurs substances toxiques, notamment les pesticides, et un phénomène qu'on constate tous dans nos sociétés, l'apparition des caractéristiques secondaires sexuelles plutôt chez les filles et les menstruations plutôt aussi. Mais ce qui est plus marqué, c'est le temps entre l'apparition des caractéristiques sexuelles secondaires et les menstruations. Et très souvent, on parle, d'autre part, dans nos sociétés, on parle beaucoup de la sexualisation des jeunes et la sexualisation des enfants à l'école primaire, sans penser, et on le relie aux facteurs sociaux. Mais il y a différents facteurs qui sont en jeu là. Il y a à la fois les facteurs sociaux et à la fois les facteurs environnementaux dont on oublie, si je peux dire assez souvent, qui contribuent à cette situation et qui contribuent à une situation qui socialement est assez grave pour les filles qui se retrouvent à 8, 9, 10 ans dans le corps de femme, mais avec le cerveau d'enfant. Et il y a des témoignages dans des travaux en sociologie qui sont absolument très touchants. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut étudier genre et sexe en santé environnementale, en 2008, nous avons formé une équipe interdisciplinaire et pan-canadienne des instituts de recherche en santé du Canada sur le genre, l'environnement et la santé. Le but était de réunir des chercheurs et des partenaires communautaires en santé environnementale, ce qui inclut pour nous le milieu de travail. Et ça incluait les chercheurs qui étaient déjà familiers avec la problématique du genre ou qui désiraient acquérir une compétence en la matière. Faire avancer les méthodes quantitatives et qualitatives, innovatrices et interdisciplinaires, et, si possible, de produire des connaissances nouvelles qui montrent l'importance scientifique d'inclure des considérations du genre et du sexe dans les études qui portent sur l'environnement et la santé tout le long de la vie. Quand on parle de santé environnementale, très souvent, c'est ça le modèle qui est utilisé. L'exposition qui donne lieu à des bioindicateurs d'exposition. Donc, si on a du plomb dans l'air, on peut mesurer du plomb dans le sang. Des bioindicateurs d'effet, il y a des changements métaboliques qu'on peut mesurer, des altérations fonctionnelles en ce qui concerne le plomb, c'est beaucoup, notamment des problèmes neurocomportementaux et des maladies chroniques non transmissibles. Il y a de plus en plus d'études qui montrent l'apport, la contribution des pesticides, des métaux, le BPA, les ignifuges à les maladies chroniques non transmissibles comme le diabète, l'hypertension et la maladie rénale chronique. Mais quand on l'étudie comme ça, très souvent, on oublie que chacune de ces associations peut être influencée par le fait, par soit le genre ou le sexe, par ce à quoi on est exposé ou par les différences biologiques. Et les différences n'ont pas nécessairement, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est pas nécessairement binaire, et ces différences changent aussi tout le long de la vie. Donc, quand on dit mâle ou femelle, homme, femme, garçon, fille, à ce moment-là, il faut le regarder sur toute une vie.
Quand on fait de la santé environnementale, comme dans beaucoup quand on étudie en santé, on se fie beaucoup sur les études expérimentales. Et je ne répéterai pas des choses qui ont déjà été dites. La plupart des études sont faites sur des animaux mâles et on généralise à partir de ça à toute la population. Donc, notre équipe voulait étudier cela. On voulait aussi étudier les relations entre les conditions environnementales, le milieu de travail, le milieu de vie et de travail, qui, évidemment, sont genrés, les contextes sociaux et économiques qui sont des déterminants des conditions environnementales de vie et de travail. Je vais me répéter, ce n'est pas la pauvreté qui est le déterminant de la santé, mais les conditions de pauvreté. Les conditions qui soient la malnutrition, qui soit le logement, qui soit la présence de substances toxiques dans l'environ, qui sont les déterminants. Et quand on le limite à dire que c'est la pauvreté, je pense que encore une fois, on se permet de dire, mais on ne peut rien faire contre la pauvreté. Évidemment, il ne faut pas oublier que les altérations fonctionnelles vont affecter le contexte social et économique. Même chose pour les maladies chroniques non transmissibles. L'exemple que j'ai donné de puberté précoce va déterminer le contexte social. Une jeune fille qui a l'air d'une femme, les gens vont l'apercevoir et sa représentation d'elle-même va être différente. Donc, ses rapports avec les autres vont être différents. Même chose que s'il y a une baisse des fonctions cognitives à cause des substances neurotoxiques, ça va faire en sorte que les personnes atteintes ou la communauté atteinte vont être dans une situation autre. Tout cela est régi par les politiques publiques qui, comme on sait, sont très genrées. Et il y a des fois une petite voix qui agit là-dessus. Mais ces politiques publiques proviennent aussi de qu'est-ce qui a été montré dans toutes ces études-là et vont également déterminer l'argent qui est là pour la recherche et qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Donc, dans notre équipe, pour étudier tout cela, puis essayer de comprendre la complexité de tout cela, nous avons accordé 23 bourses à des étudiantes et étudiants de cycle supérieur et à des stagiaires postdoctoraux pour mieux intégrer le sexe et le genre dans leurs projets de recherche. Et nous avons mis sur pied des groupes de travail et pour le reste de ma présentation, je vais parler un peu de ces groupes de travail on a essayé de mieux comprendre la situation actuelle et développer des approches et méthodes pour mieux intégrer le sexe et le genre. Des études expérimentales, méthodes quantitatives, méthodes mixtes et l'élaboration des politiques publiques. Les études expérimentales, c'est que les discussions initiales portaient sur des études toxicologiques. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça s'appliquait à toutes les sciences biomédicales expérimentales qui utilisent des cellules, des tissus, des animaux ou des sujets humains en expérimental. Et on a organisé aussi un colloque là-dessus. Dans les articles portant sur les études de laboratoire, vous savez que la majorité sont faites sur des animaux mâles, mais aussi dans un grand nombre d'articles, le sexe n'est même pas mentionné. Et surtout quand il s'agit, sur les cellules, c'est presque 100%. Pourtant, chaque cellule a un sexe. Et même dans des études épidémiologiques, c'est très facile de dire enfant ou children.
sans parler de boys and girls ou de garçons et de filles. Les solutions proposées par des organismes subventionneurs sont aux IRSC, qui sont comme les Canadiens. Dans chaque demande de fonds, il faut expliquer comment l'étude tient compte du genre et du sexe. Même s'il ne tient pas compte, il faut expliquer pourquoi il ne tient pas compte. Et NIH, aux États-Unis, fournit un financement supplémentaire pour ajouter des animaux, tissus et cellules du sexe opposé. Notre groupe sur les études expérimentales a trouvé que la situation est beaucoup plus complexe que le simple dédoublement des animaux et des matériaux utilisés. C'est une partie du problème, mais en faisant ça, ça ne va pas régler tout le problème. Lorsque le financement le permet, on peut doubler le nombre d'animaux, mais cela ne tient pas nécessairement compte des facteurs potentiellement confondants comme le cycle des femelles, des animaux transgéniques, des conditions d'habitation, des interactions différenciées entre les animaux et les expérimentateurs, hommes et femmes, etc. Il n'est pas possible de créer l'équivalent de lignées de cellules dérivées humaines qui proviennent d'individus, mâles ou femelles. Ces cellules sont prises d'un individu avec un sexe. Et là, on voit très bien, et même quand on sort la cellule de l'organisme pour étudier le stimulus et la réponse, on le sort de tous les facteurs biologiques. C'est important de le faire, mais on est arrivé à faire certaines recommandations que vous trouverez dans l'article de Stacy Ritz et al. Dans le FASB. On suggère aux chercheurs en biomédical, expérimental, de porter une attention particulière au traitement de sexe et de genre, de ne pas utiliser les termes sexe et genre de façon interchangeable, d'indiquer toujours le sexe des cellules, tissus, animaux ou sujets, et si on examine seulement un sexe, d'expliquer pourquoi et noter les limites, et inclure une discussion sur la portée des résultats en termes de sexe et de genre. En d'autres mots, si on a travaillé sur des animaux mâles, d'expliquer en quoi et pourquoi on pense que ça pourrait et ne pourrait pas être généralisé aux deux sexes. Dans les études quantitatives, on a essayé, les études en santé environnementale populationnelle cherchent à connaître les facteurs, les déterminants qui peuvent expliquer soit le taux élevé d'un polluant, une situation en milieu de travail ou la relation entre l'exposition et un désordre sanitaire. Dans la plupart des études, le genre est considéré, quand il y a les deux sexes, le genre c'est considéré comme une covariable, au même niveau que les autres variables, revenus, éducation, âge, régime alimentaire, etc. Mais ça le réduit absolument à ce que Christine a dit ce matin, à sa forme binaire le plus simple. Et on fait des analyses par régression multiple avec sexe ou genre, dépendant de qui l'écrit, dans la régression. Ça, c'est pris d'une étude française. Ça aurait pu être de n'importe quelle autre étude, mais je me suis dit, vu qu'on est en France, où on fait exactement ça. C'est une excellente étude, très, très bien faite. Ça fait partie de l'étude de la surveillance des populations des substances chimiques. Les prédicteurs les plus importants de ces sont des organochlorés. Prenons le DDE qui est un métabolite du DDT qui n'est plus utilisé depuis longtemps. Sont des facteurs individuels, âge, genre, masse corporelle, le régime alimentaire, etc. Donc, ils sont allés voir, mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les hommes et les femmes dans cette étude
sont dans les mêmes situations? Est-ce que ce sont les mêmes déterminants chez les deux? Donc, j'avais justement des données là-dessus. Et donc là, j'ai regardé ces 3 facteurs. Ça, c'est dans une petite étude populationnelle, pas une grande étude de surveillance, et on voit ces 3 facteurs. On voit le premier qui est sexe, le deuxième qui est l'âge, le troisième qui est BMI, où on voit un petit effet, mais ce n'est pas tout à fait significatif. Quand on le regarde séparément, on voit là les hommes et les femmes en haut et en bas de 50 ans, et on voit que l'augmentation est similaire, un peu plus élevée chez les femmes. Mais là, quand on le sépare par BMI, on voit que BMI, c'est masse corporelle, excuse-moi, on voit que c'est beaucoup plus la différence entre les hommes et les femmes est beaucoup plus marquée. Et là, ici, on voit que les femmes sont similaires, et ça ici sont les femmes en surpoids. Mais là, on va mettre les 3 facteurs ensemble, et ce qu'on voit, c'est que oui, il y a un effet de l'âge qu'on voit là, mais le plus important que si on regarde l'effet du diabète, et c'est ça qu'on est en train de regarder ici, que c'est le groupe ici, non, le prédicteur de DDE, c'est les femmes en surpoids qui ont les niveaux les plus élevés. Mais ça, on ne saurait pas ça si on garde sexe, genre comme une covariable, comme une variable indépendante comme les autres. Ici, on a regardé l'association entre la prévalence de diabète de type 2 et l'exposition aux pesticides. Là, on a utilisé l'enquête canadienne sur les mesures de santé. Et ce qu'on voit, on a utilisé les réponses à est-ce qu'on utilise les pesticides en dedans, dehors ou pour les poux. Et on voit que ça c'est non ajusté, ça s'est ajusté pour une série de facteurs qui sont reliés d'habitude au diabète. Et on voit que l'utilisation des pesticides à l'intérieur est reliée, est significativement reliée. On va faire ça. Et là, on voit que c'est différent chez les hommes et les femmes. Et en fait, même si, et ça c'est intéressant, les deux rapportent une utilisation similaire de pesticides à l'intérieur, qu'on voit que la signification, c'est le risque et surtout de diabète de type 2 en lien avec l'exposition aux pesticides utilisés à l'intérieur est plus élevé, beaucoup plus élevé chez les femmes. Il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, il y a très peu d'études qui regardent les pesticides intérieurs. La plupart regardent les pesticides agricoles. Qui est-ce qui applique les pesticides intérieurs dans les maisons? C'est souvent les femmes et souvent dans des conditions sans ventilation. Et donc, dans ce sens-là, le fait tout simplement, c'est pas de stratifier pour le genre, permet de voir beaucoup plus. Un dernier exemple, l'analyse des études sur les polluants et les hormones thyroïdiennes montrait des résultats contradictoires. Dans notre étude, on a stratifié les données, mais pas juste stratifié à la fin. On a regardé les variables qui étaient reliées à la sécrétion hormonale chez les femmes et chez les hommes séparément. Et là, l'ajustement s'était fait différemment pour les hommes et pour les femmes. Et on a regardé l'association entre ces variables et la pollution. Et ici, ce qu'on voit, c'est que le profil est très différent.
Chez les femmes, on voit que c'est le T3 qui est surtout affecté par, qui est relié à des organochlorés qu'on voit ici, tandis que chez les hommes, on voit des relations beaucoup plus avec le T4 et le TSH. Et donc, quand on retournait à la littérature, qu'on essayait de comprendre avec ces différences en tête, on a vu que c'était pas si contradictoire. Celui-ci, pour moi, ça c'est une... j'essaie de faire plus vite. Pour moi, ça c'est une des choses que je trouve on n'apporte pas assez d'attention à qu'est-ce qui est arrivé entre les substances polluantes et le développement, le neurodéveloppement des enfants. Le manganèse, qui est un élément essentiel, est neurotoxique quand c'est élevé. Et on a regardé les liens entre le manganèse dans l'eau et les fonctions cognitives, le QI avec tout ce qu'on peut dire sur le QI. C'est une mesure ici, c'est utilisé comme une mesure. Il n'y avait pas de différence entre les garçons et les filles en ce qui concerne l'exposition, ni ce qui concerne la quantité de manganèse dans les cheveux, on le mesure. Par contre, on a vu que la baisse de QI est associée à l'exposition au manganèse et la perte est plus prononcée chez les filles que chez les garçons. D'autres études ont observé la même chose. Une étude animale de souris exposées au manganèse montrait des altérations persistantes au niveau de la morphologie neuronique striatale chez les femelles, mais pas chez les mâles, malgré les concentrations cérébrales similaires de manganèse, suggérant qu'il pouvait avoir un apport biologique. Et le neurodéveloppement. Pourquoi le neurodéveloppement, pour moi, est tellement important? On parle des altérations. En anglais, on dit subtle. C'est pas très subtle pour la société. C'est pas si subtil pour la société. Ici, ça, c'est les données qui proviennent de cette étude. La courbe rouge, c'est les enfants qui avaient moins de 1, des filles qui avaient moins de 1 microgramme par gramme de manganèse. En bleu, il y avait plus. Il y a une différence d'environ 5 points. Une différence d'environ 5 points veut dire qu'il y a 2 fois plus d'enfants avec des problèmes d'apprentissage et 2 fois moins d'enfants surdoués. Pour une société et pour des enseignants, il y a plus d'enfants avec des problèmes d'apprentissage, un plus grand risque d'abandon scolaire, une diminution des possibilités d'emploi. Et on sait aussi que le fait de quitter l'école est associé à des grossesses d'adolescence. Donc, on voit que même si ça paraît petit, même si demain matin, vous autres, vous vous réveillez, vous avez une QI de 5 points de moins, ce serait beaucoup moins, ce serait pas grave parce que votre QI est déjà très élevé, mais pour une société, ça fait une grande différence. Bon, je ne rentrerai pas là-dedans. On a essayé de voir des méthodes mixtes et des méthodes qui combinent la quantitative et qualitative. Et j'aimerais donner l'exemple d'une étude que je trouve est un très bel exemple. C'est une étude sur le cancer professionnel qui a été faite par des Canadiens. Et je vais terminer là. Qui a été faite par des Canadiens. Ça a pris en utilisant une des raisons pour lesquelles, il y a longtemps, on m'a demandé, il y avait une conférence où on m'a demandé de parler du milieu de travail et le cancer du sein. J'ai dit, d'une part, je n'étudie pas le cancer du sein,
Et d'autre part, je pense qu'à cette époque-là, on savait très, très peu, ni entre le milieu de travail, ni entre l'environnement et le milieu et le cancer du sein. Mais j'ai dit, je peux vous parler de pourquoi moi je pense que c'est comme ça. Et entre autres, une des raisons, c'est que beaucoup de nos connaissances sur le cancer proviennent des milieux de travail et des milieux de travail masculins. C'est beaucoup plus difficile d'étudier, comme celles qui vont parler plus tard, d'étudier les milieux de travail des femmes pour beaucoup de raisons, mais les expositions sont plus diffuses, il y a moins de femmes à chaque poste, etc. Mais cette équipe ont pris 3 ans en utilisant des techniques d'entrevues semi-dirigées, des groupes de discussion, la cartographie des risques, où les personnes ayant les mêmes emplois dessinent leur processus de travail. Tout cela pour arriver à comprendre le milieu, l'exposition des femmes. Et les résultats montraient un risque du cancer du sein dans plusieurs emplois agricoles, bars et jeux, mise en conserve d'aliments, fabrication de plastique dans l'industrie de l'automobile et de la métallurgie. Donc, l'intérêt de ça, c'est d'utiliser des méthodes qualitatives et quantitatives pour essayer de comprendre qu'est-ce qui passe entre l'environnement et le cancer du sein. Donc, un dialogue des méthodes qui s'ouvre sur différents types de connaissances, qui s'ouvre sur la transdisciplinarité, qui permet d'élargir et d'approfondir la compréhension et permet des interventions à différents niveaux, tant au niveau individu, où on place beaucoup d'interventions aujourd'hui, l'organisation et la société. On a également eu une équipe sur les politiques publiques. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, juste pour dire que vous savez que plusieurs pays possèdent des systèmes d'indemnisation pour des cancers d'origine professionnelle, et c'est le Danemark qui se distingue comme étant le premier pays européen à avoir ajouté à la liste le cancer du sein en lien seulement avec l'exposition au rayonnement ionisant et sur certaines conditions, le travail de nuit posté. Donc, on voit encore comment est-ce que les politiques publiques reflètent notre absence de connaissances et le type de méthode qu'on a utilisé là-dessus. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une meilleure compréhension du genre et la santé environnementale dans notre équipe. Mais aujourd'hui, nous faisons face à de grands défis dans le domaine de l'environnement et de la santé, notamment la contribution des facteurs environnementaux au neurodéveloppement des enfants et aux maladies chroniques non transmissibles comme le diabète. Des analyses genrées permettent de mettre en lumière les liens souvent complexes qui gouvernent les expositions environnementales et professionnelles et les atteintes à la santé et le bien-être, mais il n'y a pas de recette simple. Comme Christine a très bien dit, on doit faire appel à de nouveaux paradigmes afin d'apporter des solutions concrètes et équitables. Merci.